Cet épisode du podcast est sponsorisé par American Canning. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Et comment on fait pour boire 40 bières par jour tout en travaillant ? Je tiens un bar. Mais bon, t'es fou, jamais l'alcool pendant le service. Moi, petite bière plutôt. La carbonate, c'est comme le pot-au-feu mais avec de la bière. Vous avez vu comment j'ai refusé la 5e bière, Antoine ? Hein ? Ferme. Mais parlez pas comme ça fait de la mousse. Faites couler la bière. Ces hommes sont assoiffés. L'alcool, la cause et la solution de tous nos problèmes dans la vie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sirotons le houblon. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Tommy. Salut Tommy. Salut, comment ça va ? Bah, très bien et toi ? Très bien, super. Donc Tommy, toi tu es le cofondateur de la brasserie Vif en Bourgogne. Tout à fait. Donc Et une brasserie vas-y. qu'on a fondée en 2021 à Beaune. On est parti de Beaune pendant quelques années et puis on a redéménagé sur Beaune. Voilà. D'accord, ouais, pour des questions de logistique et Tout à fait. d'espace disponible pour la brasserie, j'imagine. Oui, en fait, il y avait un moment, nous, on était déjà très petit, mais on avait un petit local. On a déménagé pour faire plus gros et le local n'était pas super bien adapté. Et puis, on a eu de la chance l'année dernière à trouver ce local qui est très, très chouette, qui était un vigneron, un négociant qui vinifiait ici. Et donc, tout était déjà super bien isolé, évacuation au sol, etc. Donc, on a pris la décision de déménager et d'installer des fermenteurs, une nouvelle salle à brasser, etc. l'année dernière. Donc, voilà. Très bien. Alors on va parler un peu de ton parcours et de la brasserie Vif dans un premier temps. Après, le principal sujet de l'épisode, c'est de parler des lagers. Je me suis préparé un titre, alors je sais pas si ça sera le titre définitif, mais la lager peut-elle vraiment devenir hype ? C'est un peu le sujet parce que voilà, on va rentrer dans le vif du sujet un peu plus tard. Oui. Mais voilà, avant de commencer à creuser dans cet épisode, est-ce que toi tu peux te présenter ton parcours ? Ouais, parfait. Donc, bien sûr, je m'appelle Tommy. Je suis d'origine américaine, mais aussi italien. Donc, je ne sais pas comment le décrire. Moi, j'ai grandi à côté de New York et Ok. j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie de venir en France quand j'étais jeune, apprendre le français, faire mes études, faire des allers-retours entre les États-Unis et la France quand j'étais à la fac, etc. Et du coup, c'est un peu pour ça que la France est un deuxième chez moi. Mais moi, j'ai suivi plutôt un parcours, on va dire, littérature au début. Et puis, je me suis retrouvé, genre, le nez dans le vin, complètement passionné par le vin. Et j'ai habité à Californie pendant un moment. Et je travaillais dans des domaines ou aussi avec des vignerons qui vendaient leurs raisins au domaine. Et un jour, je me suis dit, je veux être en France. Ça m'emmerde un peu de rester en Californie, c'est pas chez moi. Et du coup, je suis déménagé, enfin, je suis venu en Bourgogne. Je suis installé depuis 10 ans maintenant en Bourgogne. Et en 2019, j'ai commencé à réfléchir à faire un projet bière parce que je brassais à la maison depuis très, très, très longtemps, depuis que j'avais 21 ans, donc j'ai déjà 45, donc ça fait un moment. Et, euh, et au fur et à mesure, on a fait des business plans, on a fait des brassins tests, on a fait plein de choses à la maison et éventuellement, Lara et moi, on a décidé de fonder la brasserie. Euh, et c'est un parcours un peu étrange parce que euh, tout le monde pense direct, l'exemple, on va dire, de Ammonite qui travaillait dans le vin. Simon travaillait dans le vin et puis après, il a lancé une gamme de bières qui sont plutôt barriquées ou fermentation indigène. Et pour moi, c'est deux choses que je garde séparément. Donc voilà, donc moi, j'ai été plus enfin, j'adore le malt, j'adore le houblon. Mhm. Je suis parti plus dans cette direction de faire, on va dire, les bières plus traditionnelles, on peut dire. Donc, du coup, Oui. la brasserie, quand on l'a fondée, l'objectif, c'était de faire 50% fermentation basse et 50% bière on va dire IPA, mais on va dire plutôt inspiré par les États-Unis, Ok. comme ça, comme tu peux imaginer. Voilà. Oui. Ouais, je regardais un petit peu ton parcours.
mine de rien, avant de travailler du coup dans la brasserie et dans le vin, t'as eu des études, comme je disais, plutôt littéraires et très orientées sur le français, en fait, la langue française. Oui. T'a créé cet amour pour la France? Oh là là. En fait, j'ai passé un an scolaire quand j'avais 16 ans, quand j'étais très jeune. Et j'étais dans le sud, j'étais dans le Vaucluse. Et en fait, c'était comme si on a ouvert une porte, en fait. Parce que moi, Mm. j'étais vraiment chez moi, tête chez moi, enfin, comme toutes les ados, enfin, on est chez nous, on ne réfléchit pas à autre chose. Et j'ai eu cette expérience et ça m'a un peu montré qu'il y a tout un autre monde qui existait. Heu, Comme on connaît déjà mon âge, il n'y avait pas d'internet, donc Mm. on n'avait pas de téléphone, donc en gros, c'était vraiment, je me suis baigné un peu dans ce monde et en fait, c'était je veux pas dire, que je un endroit où je pouvais m'échapper, mais c'était un endroit qui était plus pour moi et je retrouvais que quand j'étais aux États-Unis, c'était un peu toutes les contraintes, culturelles, familiales et cetera et puis après je venais en France pour 3 4 mois et c'était, une liberté et je sais c'est un peu étrange mais c'est juste, et c'est devenu un peu ma vie, enfin permanente évidemment, mais c'était Ouais. un peu cette ouverture et en gros, j'aime beaucoup la littérature, j'aime beaucoup, lire donc ça m'a permis d'avoir une porte d'entrée encore dans la langue et la culture française donc j'ai quand même un masters en littérature française donc c'est un peu Ouais. spécifique, voilà. Oui, oui. La France est souvent décrit comme le pays du vin. Est-ce que c'est cet amour aussi pour la culture française qui t'a fait rentrer dans le vin? Ouais, un peu, un peu. C'est quand même moi je suis quand même persuadé que si on regarde l'histoire de la France, qu'il y a pas mal de bière dedans. Mais Ah le oui, vin, probablement, oui. enfin là, ils sont en train de retrouver que la cultivation de pinot noir en France, peut dater d'avant Jésus-Christ. Donc, on parle de vraiment de longue date de Mm. viticulture ici et le vin, ça faisait partie de mon amour de la France, oui, c'est sûr et c'est aussi pour ça quand je cherchais à retourner en Europe, c'était assez évident de venir en Bourgogne pour moi, Ouais. parce que c'est un peu Bourgogne, c'est la Beaune en plus, c'est un peu la Mecque pour toutes les amateurs de vin aux États-Unis, parce que c'est la simplicité du terroir, du cépage, voilà. Ok. Quand on voit un peu ce que produit la brasserie Vif, comme tu disais, dans le plan de base, il y avait de faire 50% de bière de fermentation basse, ce qui, on va en parler après, demande quand même une assez grande rigueur. Oui. Du coup, est-ce que tu penses que ces années passées dans le domaine du vin, de la vinification, t'ont aidé un peu à travailler cette rigueur et à avoir un peu une sorte de mindset pour construire tes recettes de bière? Ouais, je pense qu'il y a un peu ça, sans doute. On va dire, genre une Helles ou une Pils de style allemande ou tchèque, c'est quand même des bières qui peuvent être très, très simples, mais qui peuvent avoir beaucoup de complexité et je pense que quand on construit une bière, une recette de bière, il faut voir tout ce qu'on peut apporter, mais dans des petites touches, soit en production, soit en matière première et je pense que c'est à peu près la même chose que nous, on va travailler les vignes, dans les vinifications, dans le vin et c'est quelque chose qui demande beaucoup de patience et beaucoup de réflexion parce que si on va planter une vigne, on va tailler, ça va prendre, minimum 3 ans pour produire du raisin et ça va pas être les meilleurs raisins du monde. A après, on a toute l'année de le cycle de la végétation de la vigne pour arriver à la récolte et après, heu, tout ce qui est vinification, enfin, surtout si on travaille on va dire en indigène, pas nature, mais avec les levures indigènes qui sont sur les raisins, il faut les mener dans une certaine direction, ces levures, mais aussi l'extraction si on parle du rouge, l'extraction des tanins et des couleurs, et cetera. Et après, tout ce côté élevage qui arrive après, qui affine, et il y a tellement de petites choses, parce que surtout en Bourgogne, on va travailler beaucoup avec les tonneaux. On va Mmh. utiliser, dans un domaine où j'ai travaillé ici, on avait en gros 5 producteurs de tonneaux différents et on achetait 2 à 3 types de chauffe ou de bois différents par tonnellerie et en fait, tous ces petits éléments font une sorte d'assemblage et une complexité qui va être rajoutée au vin. Donc
si on va traduire tout ça pour la bière, on n'a pas exactement la même chose, mais on a ses choix d'ingrédients, on a ses choix de l'eau, de l'empâtage, de levure, de houblon, le timing, le temps, Mmh. qu'est-ce qu'on va faire, comment on va mener la fermentation, est-ce qu'on va oxygéner, est-ce qu'on va utiliser du oxygène ou de l'air comprimé par exemple, qu'est-ce qu'on va utiliser comme température, est-ce qu'on va faire une spoon ou rajouter la pression, on va dire, en isobar pendant la fermentation? Il y a toutes ces choses et qui vont pour moi jusqu'à la cold crash, comment on va refroidir la bière. Donc en gros, on pense à tous ces éléments-là. Il n'y a pas une seule chose qui va changer la bière dans une manière énorme, mais c'est toutes ces petites choses quand on met bout à bout qui nous permet de construire une bière qui va peut-être avoir plus de complexité, ou être plus fin, enfin une bière plus fine à la fin. Et on n'est pas parfait, hein. C'est juste un Oui, bien sûr. c'est juste une chose que nous on aime faire, donc je réfléchis énormément à ces petits moments pour essayer de mieux faire possible. OK. Et alors, question juste là, plus de curiosité, pourquoi avoir choisi le nom Vif pour la brasserie? Ah, en gros, c'est tout drôle parce que pour une brasserie qui fait beaucoup de fermentation basse, c'était basé sur notre nom de la Vif et Flou, qui est notre NEPA en base. Et parce qu'on parlait un peu, c'est un peu un nom qui vient de la mémoire, un peu qui vient du côté Proust, que la mémoire peut être très très vivide, vif, mais ça peut être trouble, ça peut être un peu brouillé. Et on avait ce OK. nom pour la bière, pour notre NEPA, quelque chose qui est très expressif en aromatique, mais aussi très trouble. Et après, on s'est dit, mais vif, c'est cool, c'est vivant, c'est vivace. Donc, en gros, le nom vif, ça vient de là, ça vient du côté de la bière un peu pétillante, vivante. Voilà. Donc, c'est pas directement lié à une chose, mais ça vient direct d'une conversation où on parlait de la mémoire de Proust, voilà, toute son œuvre. Donc, OK. un peu geek, hein, mais c'est voilà. Très bien. Pour continuer, j'ai préparé 5 questions éclairs, on va dire. Mmh. C'est plus des choix rapides à faire pour en savoir un peu plus sur, alors pas forcément sur toi, mais ce que toi tu penses et tu aimes dans la bière. Oui. Première question, selon toi, c'est quoi le pire défaut que tu puisses retrouver dans une bière? Ouh là là, DMS. Ouais, Ouais. OK, ouais, je te suis un peu là-dessus. Si tu ne devais boire maintenant plus qu'une seule lager jusqu'à la fin de ta vie, ça serait laquelle? Ouh là là, oh, c'est compliqué, c'est très compliqué Ah ces oui? questions. Moi, je suis quand même très fan de Augustiner. OK. Bon, bah, alors, ça c'est un bon choix et ça répond peut-être un petit peu à une question qu'on aura après, tu verras. Parfait. Tu plutôt verre de dégustation ou pinte? Pinte. Ouais, je pense que ça va aussi avec l'amour de la lager, hein. Oui, eh oui. Pour toi, ce serait quoi le meilleur accord, mets et bière avec une Schwarzbier? Ah. Oh, c'est très, très compliqué. Oui. Ça va être très facile de dire un truc comme des saucisses et tout ça, mais ça va très, très bien avec même les pizzas, hein. Moi, je suis Ouais, très fan de pizza et je pense que ça passe très bien. Et voilà. la simplicité. Oui. Et du coup, tu plutôt pils tchèque ou pils allemande? Allemande. Ouais, très bien, Ouais. parfait. Bon, maintenant, on va replonger un petit peu plus dans le sujet de l'épisode. On va tourner un peu, donc ce que je disais au début, un peu autour d'un fil rouge sur la lager. Et il y a une question. Alors, est-ce qu'elle peut vraiment devenir hype? C'est un petit peu le titre un peu provoque, on va dire. Mais Eh oui. la question est plus dans la lager. Est-ce que c'est un peu le style de bière de la maturité? Euh, une question qu'on peut voir aussi bien d'un point de vue Ah producteur que oui. consommateur, tu vois. Ah oui, hype, je ne sais pas si ça peut devenir hype. Je pense qu'on est aux États-Unis, je pense qu'on est au moment le plus hype pour les lagers Ok. et je pense que c'est pas non plus la plus grosse consommation en bière craft, hein. Mais c'est Oui, bien pas sûr. non plus la plus grosse consommation de bière. On reste toujours sur les IPA, les NEPA Bien et les sûr, ouais. West Coast. Euh, En France, c'est difficile de dire, mais je suis, tout à fait d'accord que c'est un peu peut-être une maturité. Je pense que nous, on arrive pas tout le monde, mais on arrive souvent dans la bière par la voie industrielle
Bien sûr. qui est pas, je vais pas dire ça comme c'est négatif. Pour moi, c'est juste, enfin, ça existe, c'est facile à acheter. On trouve ça, c'est pas forcément cher. Et donc, du Mmh. coup, peut-être on va démarrer avec des Heineken, des Kronenbourg. Donc, on démarre avec des fermentations basses. Après, on va peut-être chercher des choses un peu plus expressives, des IPA ou même des blanches, quelque chose un peu plus aromatique. Après, on a tous ces styles un peu plus modernes qui partent dans toutes les directions, fruité, acide, combinaison de fruité acide, combinaison acide, IPA, etc. Et puis, je pense qu'on arrive à un moment, soit dans la journée, soit dans la vie, où on veut juste avoir une bière parce qu'on aime ça. Et je pense que si on regarde l'histoire, enfin, ça fait quand même plus de 150 ans que les fermentations basses sont en tête de toutes les ventes. Mais ça, c'est quasiment que des industriels et on voit ça très bien quand on va au supermarché, quand on va dans un café ou bar quelconque qui est pas Bien spécialiste sûr, en oui. bière. Mais est-ce que ça peut être hype? C'est compliqué parce que pour être hype dans la bière française, je pense qu'il faut vraiment attirer énormément sur les amateurs et les geeks de la bière et je pense qu'ils Mmh. sont toujours dans un monde plus expressif en ce moment. Ouais, bien sûr. Alors, tiens, juste comme ça, pour toi, c'est quoi les caractéristiques d'une bonne lager? Ouh là là. Je pense que la buvabilité, c'est dangereux. Enfin, souvent on dit peintabilité. On parle Oui, de modération quand même parce que il faut bien dire sûr. ça, mais je pense que la bière peut passer tout seul, mais si on veut apporter un peu d'attention à son verre, on peut trouver toutes ses qualités, et complexité dedans. Mais c'est en nuances, c'est très, très fin. Donc pour moi, on va dire, oui, je peux prendre une pinte de, on va dire, une Pils allemande, qui a une jolie amertume, qui a une jolie base maltée. Et puis on va dire la première pinte, ça passe tout seul, Mmh. on se désaltère. Mais si on veut reprendre un verre, on va commencer à trouver toutes ces qualités, un peu de rondeur du malt, peut-être un peu les côtés, c'est difficile de dire fruité avec du houblon allemand, mais un peu, il y a quand même des côtés fruités. Mittelfrüh, c'est quand même assez aromatique. Enfin, on peut trouver toutes ces qualités-là, mais c'est pas non plus, ça ne te tape pas dans la gueule, c'est juste un truc qui est Bien très sûr, ouais. fin. Et pour moi, genre une bière comme ça, comme Augustiner, comme qu'est-ce qui est un bon exemple? Enfin, même Jever. Jever, si on a très frais, Mmh. si, enfin, j'ai des problèmes avec des bouteilles vertes, mais en gros, si on a une bouteille qui est très fraîche, on a cette jolie amertume qui est très franche, mais on a une bière qui a une côté maltais, je sais pas, désaltérante. Et je trouve que une bonne lager, ça peut être ça dans toute sa simplicité, mais ça peut aussi être quelque chose qui a beaucoup plus derrière, des Vienna, Mmh. qui ont beaucoup plus ce côté pain grillé, toasté. Heu, Moi, j'adore les Rauchbier, les comme Ouais. Schnenkierla ou Spezial, ça peut être très, très fin, mais là, quand même, c'est très expressif, ça peut déborder en goût et arôme. Donc, pour moi, c'est trouver cet équilibre où c'est une grande buvabilité, mais avec une belle complexité derrière, mais ça sans être, trop, trop puissant. On dit souvent que les lagers, enfin toutes les fermentations basses globalement, ne pardonnent aucune erreur en fait, contrairement à par exemple une grosse IPA, une grosse IPA qui peut masquer un peu les défauts avec le houblon. Oui. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça tient plus du mythe de brasseur? Ah, c'est un peu vrai et c'est un peu mythe pour moi. Parce que OK. imagine, moi je pense que, par exemple, je pense que bien faire une NEPA est très compliqué. OK. Je pense que oui, si on veut juste cacher un petit défaut, imaginons qu'on arrive avec un poil de DMS ou un petit défaut dans notre fermenteur. On peut faire un gros dry up, ça peut cacher un peu, ça peut. Mais, Ouais. mais euh, si on suit toutes les étapes de brassage et on arrive avec une jolie fermentation, ça peut être très compliqué de faire une belle IPA et je pense que les gens le savent. Les brasseurs qui font beaucoup ça, ils le savent.
mais ça pardonne un peu moins parce que, en gros, quand on a 95% malt pills, on peut pas prendre le risque d'avoir trop de diacétyl parce que ça peut pas être caché par un goût fruité, pas de DMS. Si on met trop d'amertume, ça, il y a rien pour cacher. On parle des bières qui sont souvent autour de 5 degrés d'alcool ou même moins dans les styles tchèques souvent. Ça pardonne un peu moins en termes aromatiques. Donc, mais si on si on suit le processus de brassage, on peut quand même arriver à faire une belle bière derrière. Donc pour moi, je pense que c'est plus technique, mais c'est pas non plus impossible. C'est pas Ok. voilà. Est-ce que pour une petite brasserie, il y a peut-être une douleur logistique, on va dire, à faire des lagers par rapport au temps d'occupation des cuves qui peut être plus long avec la garde et ainsi de suite? Oui, oui, Ouais. oui. Et c'est plus d'investissement, on dire capital, d'avoir plus de fermenteurs. Oui. On voulait faire ça dès le début, donc quand on a démarré la première année, on n'avait que 3 fermenteurs, donc j'avais un fermenteur qui était dédié à ça. Et puis quand on a rajouté des fermenteurs, enfin j'ai un fermenteur qui a que notre LS dedans, toujours. Ok. Donc du coup ça bloque beaucoup plus de temps. Nous on fait des gardes. Si on est très pressé, on est sur un minimum de 5 semaines en fermenteur. Donc Fermentation plus garde comprise oui, au oui, total? donc du coup, Ok. on est autour de 10 jours de fermentation et puis le reste on garde. Mais Ok. moi, j'aime bien être sur à peu près 2 mois, donc avoir une belle Ah garde oui. de plus d'un mois. Je trouve c'est très très beau quand ça dépasse un mois de garde. Je pense que c'est plus fin. Mhm. Donc du coup, quand nous on a racheté plus de fermenteurs, l'objectif c'était qu'on pouvait réduire le temps de rotation, donc faire moins de brassins par mois qui est tout bête, mais je pense que même si on peut sortir une blonde de fermentation haute on va dire 15 jours, 3 semaines tranquillement, minimum pour faire une belle fermentation basse, si on veut avoir minimum de 2 semaines de garde, on est déjà sur un mois. Donc Ouais. je pense que c'est très important de donner le temps au produit. Tu t'as un peu répondu partiellement à la question, mais si pour une petite brasserie ou une brasserie qui se monte, ou voilà, une brasserie un peu comme la tienne, pourquoi se lancer dans des lagers quand on voit qu'une ale est bien plus rentable, plus rapide à produire, moins de garde, moins de... Ah, parce qu'on adore ça, parce qu'on aime Ouais. ça, parce qu'on aime se faire mal. Hem, je pense que d'une d'une part, on veut faire des bières que nous on aime et on est fiers et je veux pas Mhm. dire qu'on n'est pas fiers. Je vais te donner quelques chiffres là tout à l'heure avec les Ouais, pourcentages parce que c'est aujourd'hui ça a bougé un peu à cause du bien sûr. marché, mais mais on était convaincus que quand même qu'il y a un marché pour ces bières. Le marché est beaucoup plus petit qu'on pensait dès le début, mais Ok. j'étais persuadé que enfin, on voit avec, d'autres brasseries qui font des fermentations basses, notamment Galibo, Mhm. et il y a vraiment beaucoup de gens qui adorent ça, qui aiment ces bières, qui aiment la fermentation basse et qui souhaitent ne pas forcément acheter, industriel. Il existe des très, très bonnes brasseries allemandes qui sont un peu dans cette taille entre 2, on va dire, ils sont très grandes par rapport à beaucoup de brasseries en France, mais ils sont pas non plus à l'échelle de Kronenbourg, Heineken et cetera Bien sûr, oui. et je pense qu'il y a nous, on a un peu de public autour de nous qui aime, soutenir les brasseries françaises, qui aime soutenir les brasseries artisanales et qui aime boire ces bières-là donc mais comme j'ai un peu élucidé tout à l'heure, on a dû changer un peu, certaines choses parce que parce que des fois, c'est pas rentable de garder enfin, si on bloque un fermenteur pendant 2 mois, je peux sortir 2 NEPA Ouais, bien sûr. dans le même temps donc nous, on a réfléchi beaucoup à ça et ça a bougé un peu. Est-ce que tu penses que la localisation de la brasserie au cœur de la Bourgogne, en territoire de vin et surtout de bons vins, fait qu'il y a peut-être un public qui est habitué à consommer du bon produit local et qui du coup est peut-être plus à même de venir chercher une bière de soif mais artisanale? Oui.
Je pense que nous, on a du mal à avoir, on a moins de bières à table, on va dire. Oui. Mais Ah on oui, a, aussi, oui. on a beaucoup de bières en apéro et on a beaucoup de bières, on va dire, fin de travail. Donc, surtout l'été, les vignerons. Donc, nous, on a la chance de pouvoir vendre beaucoup de bières faibles en alcool et des bières peut-être un peu plus délicates florales. Donc, nos meilleures ventes aujourd'hui, une de nos meilleures ventes en local, c'est une session IPA. Elle est à peine à 4 degrés d'alcool. Ok. Mais on vend pas mal de notre Helles aussi. Et on Mhm. a une bonne vingtaine de vignerons autour de Beaune, entre Beaune, Meursault, Puligny, qui ont des tireuses, ou aussi à Savigny-les-Beaunes aussi, qui ont des tireuses chez eux. Et puis en fait, pendant toute la saison et toutes les vinifications, ils tournent avec des bières, mais plutôt faibles en alcool. Et donc, du coup, je pense qu'il y a vraiment des gens qui aiment ça. Ils aiment aussi des NEPA, ils aiment aussi des bières fortes, mais ils cherchent pas des triples parce que c'est souvent fin de boulot ou pendant les vendanges et ils veulent juste une petite bière de soif qui passe très bien et ils aiment soutenir ce qui est local. Mhm. Donc c'est aussi bon pour nous que c'est mauvais parce que quand même on a beaucoup de vin et même si on vend bien dans certains restaurants, c'est toujours une bière en apéro et puis ça passe direct au vin. Ok. Et chez Vive, vous avez fait le choix de la canette. Yes. C'est plutôt une décision quoi, technique ou c'est un parti pris esthétique? Parce que j'imagine que toi, tu parles de bière à table. Souvent, on entend que la canette, ça ferme quand même quelques portes en restauration. Ah oui, 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 ça a du mal. Aussi, enfin, bien sûr, nous on est en province, donc si moi je veux vendre des bières en canette à Paris ou Lyon, ça passe beaucoup plus facile que certains endroits sur Beaune ou pire, Saône-et-Loire, c'est pire pour nous que Mm. Côte d'Or, mais en Côte d'Or, on a un peu de chance avec 90 BPM et indépendantes qui sont en canette déjà. On Ah a oui. tout fait ça à peu près en même temps. Donc, on partage pas mal de clients et ça, en gros, on est plus nombreux pour ça. Mais quand on essaie de vendre dans certains autres lieux autour de nous, c'est plus difficile. Euh, Mm. c'est un parti pris. Vraiment côté technique, moi je pense que la canette est géniale. Je sais que tu fais un peu de pub de temps en temps pour les encanneuses. Moi, je suis très fan de canettes et c'est peut-être une partie américaine parce Aussi, que oui. moi, j'ai habité au Colorado, j'ai habité à Boulder, Colorado, à cette époque Ok, où oui. Husker Blues, qui était à Lyons et puis après, juste à côté, a commencé à mettre en canette. À ces dates-là, début des années 2000, moi j'étais là-bas en 2004. Et donc, du coup, moi j'ai trouvé la canette était super dès le début. Euh, ah, si on le fait bien, mettre en canette, Oui. c'est plus technique. Surtout nous, on a une petite encanneuse qui est façon ouverte, donc faut vraiment avoir la température, le carbo doit être parfaite. Mais pour moi, c'était question vraiment technique. On met 2 fois plus sur une palette, une canette bien remplie. On est en 33, on est autour de 346 grammes Mm. total. Pour une bouteille vide, c'est déjà, je pense que les bouteilles on fait un tout petit peu de bouteille. Je pense que c'est 220 grammes vide. Donc après, il faut qu'on Ouais, bien rajoute la sûr. bière. Donc pour moi, c'est vraiment ce truc-là. Et c'est aussi esthétique, mais ça nous a fait du mal au début. Moi, je salue Aérofab et Piggy et Popin et Hoppy Road qui ont vraiment poussé les portes sur les canettes il y a des années parce Mm. que sans ça, on aurait eu beaucoup de mal à convaincre des gens de même essayer. Ouais. Ok, bon bah très bien. Du coup, peut-être que c'est aussi bah, tu vois, tu parlais de brasseries comme Piggy, Popin, Hoppy Road, Mm. qui, pour le coup, ont des styles de bière qui sont vraiment à fond dans ce que cherche le geek et le consommateur très craft. Mhm. Sur une lager, c'était peut-être un peu moins évident, non? Oui. Mais enfin, pour moi, la canette est évidente. Pour moi, c'était une Ok, oui. évidence, peu importe le style de bière. Euh, mais il faut dire que, on va dire, les premières canettes que nous, on a essayé de vendre, même chez les geeks, ils n'étaient pas trop intéressés parce que c'était pas forcément ce qu'ils cherchaient comme style. Mais je suis Bien toujours sûr. convaincu que pour le produit,
pour le produit, c'est top. Et comme je disais, nous, on a commencé à faire un peu de bouteilles sur une deuxième gamme l'année dernière, et Mhm. et on a acheté une machine isobar, etc. Moi, j'ai toujours une préférence pour les canettes. Je trouve le double sertissage, c'est mieux. Je trouve que hier, j'ai goûté une bière qui était dans un frigo vitrine, mais qui était à côté d'une fenêtre. Puis il y avait un léger goût de lumière dans la bière en bouteille. Et puis on a pris exactement le même lot qu'on avait en canette. Et c'était nickel. Donc du coup, Ok. quand moi je réfléchis à ça, pour moi, si on avait la consigne partout en France, facile pour tout le public d'échanger leurs bouteilles. Je pense que je serais plus parti dans cette direction, mais la canette, Hmm. la- moi je suis fan. C'est tout ce que je Elle a vais dire. tellement d'avantages finalement, voilà que oui. Je comprends. Envie de donner un coup de boost à votre production? Découvrez les machines de mise en canette American Canning Machines, directement conçues à Austin, au Texas. Compactes et performantes, elles s'intègrent partout, même dans les espaces les plus petits. Fini la complexité. Avec des commandes intuitives et un faible coût de maintenance, votre équipe se concentre sur l'essentiel, le brassage. Nos machines garantissent une qualité de remplissage impeccable, préservant la fraîcheur de vos boissons, qu'elles soient plates ou pétillantes. Et on vous accompagne. Notre équipe en France est là pour l'installation et le suivi. American Canning Machines, des encanneuses simples, robustes, abordables et parfaites pour les microbrasseries. Prêt à produire plus, gaspiller moins et goûter la différence? Contactez-nous sur europe@canwithacm.com. On en parlait un petit peu au début là quand je disais les lagers peuvent-elles devenir hype. J'ai l'impression que tous les ans quand on écoute un peu les tendances marché et ainsi de suite, on nous dit ah oui l'année prochaine c'est l'année de la lager, ça revient fort et finalement c'est jamais arrivé. Donc c'est quoi l'explication à ça pour toi? Pourquoi la lager, elle craft en tout cas elle prend jamais vraiment côté grand public? Oh, je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. Je pense que comme c'est des bières un peu plus simples, soi-disant, mais plus nuancées, plus en finesse des fois, je pense que c'est et c'est aussi ça reste assez traditionnel qu'on n'a pas toujours les nouveautés sur ça. Mmh. Donc même si moi je vais tourner sur des styles euh, pour faire un peu la brasserie, nous, on a une Helles qui est toujours là. La buée, on appelle ça la buée. On a la buée qui est sur le verre quand on a la bière bien fraîche. Donc la Mmh. buée, mais je fais une Vienna. Je fais quelques brassins par an de Dunkel, qui est juste pas Dunkelweiss, je précise, juste une Oui. Dunkel. Après, nous, on a actuellement une Schwarzbier. On a fait une Czech Dark. J'ai une style un peu Keller Pils, donc une Pils un peu rustique dans un fermenteur en ce moment en garde. Donc nous, on essaie de faire des nouveautés, des Baltic Porter de temps en temps. Mmh. Euh, donc on essaie de sortir des nouveautés en fermentation basse, mais on a du mal à dire enfin, je ne sais pas, ça reste des styles assez traditionnels et on Bien a sûr, un ouais. peu plus de excitation quand on dit on va sortir une NZ, une NEPA NZ avec du Motueka et du Nelson. Ça attire plus de monde que de dire qu'on va sortir une Dunkel. Et puis après, il faut qu'on nous explique qu'est-ce que c'est Ah une non. Dunkel. Et Et pourtant, quand enfin, je veux dire, avec le nombre de brasseries craft qu'on a en France, des NZ NEIPA ou des NZ IPA et ainsi de suite, c'est pas ce qui manque. Il y en a des très bonnes partout en France. tout à fait. Par contre, des très bonnes lager craft, il y en a pas autant. Et C'est sûr. mine de rien, voilà, le public continue à se jeter sur, on va dire un peu la valeur sûre craft qui est la NEIPA actuellement, Oui. plutôt que d'aller chercher un peu de qualité. Par contre, t'as rappelé un truc qui est très important, c'est que lager, c'est un terme qui désigne une immense famille de styles, puisqu'en fait, c'est Yes. juste, lager, ça veut juste parler de bière de fermentation basse. Oui. Mais au final, il existe énormément de sous-styles de lager. T'en as cité un bon paquet. Est-ce que pour toi, ils souffrent tous un peu de
désamour dans l'univers de la craft, ou il y en a qui s'en sortent un peu mieux? Ah oui, et puis il y a peut-être un truc culturel aussi en France que nous, on entend souvent quelqu'un dire: «Je veux juste une bière blonde». Oui. Bière blonde pour moi, ça peut être, enfin, moi je peux te vendre aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai 12 bières, dispo, aujourd'hui. Je pense que Mmh. la bonne moitié, ça c'est blonde, hein, mais bon, Ouais. 200 des West Coast, il y a une fermentation haute en blonde, j'ai des fermentations basses en blonde. On a donc du coup, c'est un peu trompeur et j'entends souvent en France, «Je veux une Pils», et puis Pils, pour moi, c'est basé sur Pilsner et c'est un peu plus houblonné, c'est un peu plus spécifique. Mais je pense qu'on est un peu perdu parce que moi, j'ai eu un client cette semaine qui m'a appelé pour un carton de lager et j'étais là, mais j'en ai 4 de dispo, donc tu peux préciser. Donc je pense qu'on est peut-être c'est une manque d'habitude. Je veux pas dire manque d'éducation parce que c'est peut-être juste on n'est pas au courant en fait. C'est Bien peut-être sûr. pas l'envie qui manque, mais c'est juste je pensais peut-être ça. Hem, heu, je ne sais pas, il y a tellement de petites différences et puis maintenant, quand on commence à faire des lagers un peu plus houblonnés ou ces trucs un peu hybrides, de cold Mmh. IPA, est-ce que c'est une lager? Est-ce que c'est une ale? Est-ce que c'est la levure qui compte? Est-ce que c'est la façon qu'on travaille? Hem, Nous, on a une bière type Kolsch qui, pour moi, est un peu hybride. La levure, pour moi, c'est une levure de fermentation haute, mais on le travaille un peu Bien plus sûr. comme une levure de fermentation basse. Donc, c'est un peu ces trucs un peu hybrides, mais encore une fois, je pense qu'il y a une manque, peut-être de connaissances parce que des fois, Ouais, bien sûr. si on met ça sur une étagère, IPA, même si pour moi, il y a 18 styles d'IPA différentes, les gens savent qu'on est sur une base houblonnée. Bien sûr, ouais. Ils le savent direct et quand on va mettre Vienna, ils vont dire: «OK, mais c'est une Oui, ville en Autriche, OK, mais c'est heu, n'importe quoi ma bière. exact et je pense que, Baltic Porter, les gens vont dire porter, OK, donc on est sur une bière noire, mais peut-être ils Mmh. savent pas que, c'est une véritable fermentation basse. Hem et peut-être il y a une petite chose là où, les gens ne savent pas et c'est peut-être un peu moins évident que dans certains d'autres styles qui sont plus, dans le nom direct, ils savent ce que c'est. OK. Mais est-ce que tu penses pas aussi qu'il y a peut-être alors c'est peut-être en France, mais je pense pas que, une sorte de problème qui est lié aussi à tout simplement à l'industrie, où, ça fait peut-être, je sais pas, maintenant bien 70 ans que, le style de lager, il est accaparé par l'industrie agroalimentaire, par les grands faiseurs, les industriels, mais vraiment comme tu parlais d'Heineken, de Kronenbourg. Hem, Maintenant, lager, je pense que dans la tête de beaucoup de gens, c'est bière de soif, bière sans goût, bière insipide. Comment tu pourrais déconstruire cette image-là auprès d'un néophyte voilà, qui a son opinion biaisée par ça? Oui et oui, mais je pense que ça fait vraiment partie de quelque chose, comme tu décrivais. Je pense que si on imagine la France, on va dire avant la guerre ou peut-être avant la Première Guerre mondiale, où il y avait Mmh. des petites brasseries partout, je pense qu'on aurait eu, vraiment un mélange de styles. Oui, sans doute plus rustique, mais je pense qu'avec la réduction des petites brasseries, dans les dernières, ouais, 60 ans et on a un peu standardisé, Mmh. beaucoup de styles de bière. Je pense que ça fait vraiment du mal, à ces styles-là ou les variétés différentes de fermentation basse, c'est sûr. Hem, il y a quand même une renaissance, mais petite échelle, hem, Ouais, très petite échelle, mais je pense aussi que c'était tellement facile de juste dire: «OK, on achète notre marque». Moi, je vois ça très bien aux États-Unis, des gens qui ils boivent soit de la Bud, soit du Miller, soit du Coors. Enfin, ils ont leur bien sûr, marque ouais. et ils restent avec ça et je pense que quand on commence à parler plus de la marque que le style, peut-être ça, c'est un peu, ce qui a fait du mal, pour, la diversité. Mmh. Hem mais je pense quand même qu'on rattrape un peu dans les dernières années aux États-Unis, au Canada, même en République tchèque, il restait toujours pas mal de petites brasseries. Bon, aujourd'hui en République tchèque, on a
Zituevec et Sibiria et des choses ils sont très modernes, ils font tous les styles. Mhm. Mais on arrive avec une brasserie comme Matushka, qui est très connue pour faire une sorte de, je pense que ça s'appelle California, qui est une sorte de petite IPA, quand même avec un double décoction, mais ils sont quand même 70%, ils font des styles pills, des Svetli Léjac, donc des, ils appellent ça des pale lager, donc c'est pas, Ok, ouais. donc pour eux ils disent pas pills parce que ça vient pas de Pilsen, mais Ok. je pense qu'il y a quand même une petite renaissance d'artisanal toujours dans ces lieux. L'Allemagne, par contre, ça a du mal en ce moment. Et Hmm. ils étaient très gros, la consommation était très haute pendant très très longtemps. Et évidemment, la réduction, on a tellement de petites brasseries qui font, surtout autour de Bamberg, autour de Nuremberg, etc., dans la Franconie, qui faisaient 10 000 hectos et tout était vendu dans les deux villages à côté. C'était impressionnant. Ils ont du mal en ce moment. Donc. Mais aux États-Unis et au Canada, on voit des vraies renaissances de brasseries qui font des lagers. Je parle de Notch Brewing Company qui est à côté de Boston, Cohesion à Denver, bien sûr Bierstadt qui fait genre 3 bières, Pils, Helles, Dunkel. C'est tout ce qu'ils font. Ils sont à 5000 hectos, je pense, en ce Ah moment. oui. Ouais. Donc, du coup, ça existe. Hmm. Mais est-ce que ça peut arriver en France? Je suis pas sûr. Ouais. Ouais, je pense que alors, pourtant, les États-Unis sont aussi connus pour avoir cet énorme marché de la lager, l'American lager, la light lager et compagnie industrielle qui ravage tout. Mhm. Malgré tout, tu vois un vrai renouveau, toi, de l'intérêt pour de la lager craft là-bas. Oui. Enfin, peut-être c'est peut-être un peu difficile de voir parce que quand on voit ce qui arrive chez nous en France, Oui, bien on n'a sûr. pas forcément accès à tout ça, mais il y a vraiment des spécialistes comme on sait très bien si on cherche un certain style, peut-être on va aller chez Volt City ou Bien peut-être sûr. nous on va chercher si on a accès à Fidens, on sait très bien qu'on va faire une grosse NEPA par Hmm. exemple, mais il y a beaucoup moins d'intérêt de faire l'importation d'une LS du Colorado quand on peut avoir des très Bien bonnes sûr. LS qui viennent de la frontière allemande. Donc Ah, c'est sûr. je pense que déjà il y a ça qui joue dessus. Et puis nous on a quand même une très bel accès, on a un très bon accès à des bières européennes. Donc on peut aller en Allemagne pour acheter des C'est bières vrai. moins chères qu'on peut les produire en France. Donc, Oui, c'est vrai. Euh, Oui, d'ailleurs, tu parles d'un point qui est quand même important. Il y a le prix. Je pense que bon, on en revient avec un peu ce qu'on disait sur l'industriel. C'est que je pense maintenant le consommateur a du mal à accepter de payer une bière qu'il considère comme bière simple et de soif euh, plus cher que ce qu'il peut l'avoir en grande surface. yes. Je pense que vendre une pils artisanale, alors mettons au bar une pinte de pils artisanale à 6 ou 7 euros, qui serait déjà, je pense, un bon prix par rapport à ce que ça coûte à produire. Quand à côté, bah, le client est habitué à boire sa Kronenbourg ou son Heineken à 4,50 €, quoi. Oui. Oui, et je pense que ça, c'est compliqué à expliquer. On va dire, pour parler un peu côté business, nos coûts fixes ne changent pas. Mm. Donc, peu importe la bière, on va avoir d'argent investi pour être là, pour exister. Euh, Moi, personnellement, j'achète des matières premières spécifiquement pour mes fermentations basses. Donc, en gros, D'accord. j'utilise des fournisseurs allemands, mais c'est pas le moins cher du malt, c'est pas le plus cher du malt non plus. Mhm. Mais on essaie de trouver un bon malt de qualité. C'est ce que Euh, tu penses être le malt le plus adapté au style. euh, ou- Ça dépend les bières. Oui, mais Ok. Enfin, au style que tu veux produire, je veux dire. oui. Donc du coup, par exemple, pas pour faire pub pour une malterie ou une autre, mais là, en ce moment, j'ai du malt anglais que j'utilise pour faire certaines, certains styles plus anglais, et j'ai pas mal de Mhm. malt allemand de deux fournisseurs différents, dont une malt qui est une ancienne variété d'orge, et je trouve que ça a beaucoup de goût
beaucoup plus de goût que certaines maltes, on va dire, plus industrielles ou plus courantes sur le marché en France. Voilà. Donc, ça, c'est un choix personnel, faire perso. Donc, peut-être il y a certaines personnes Ok. qui sont d'accord, peut-être pas. Mais du coup, les matières, ça coûte un peu, mais c'est pas non plus le plus cher parce que je vais pas faire un dry up de 10 grammes par litre dessus. Bien sûr. Donc du coup, j'ai que ce prix de malt. Mais en gros, pour moi, j'ai quand même investi dans ce fermenteur. Ça passe 2 mois en fermenteur, donc on essaie Oui, bien sûr. de rentabiliser ça. Euh, Avec nous, on a agrandi un peu ce dernier temps, donc je pense que je pourrai ne pas augmenter le prix sur les fermentations basses parce que j'ai plus de capacité aujourd'hui, et donc j'ai moins de pression sur les fermenteurs. Donc ça, pour nous, c'est très chouette, mais ça, c'est une fonction du volume. Les industriels, ils gagnent toujours sur ça. Hmm. Et il faut dire que je peux très bien, comme je disais, je peux faire deux fois la session IPA en volume. Bien sûr, ouais. Donc, mais par contre, je reste convaincu que il faut que je continue à faire ces bières-là parce que quand même ça vend lentement, mais ça vend. Et c'est des bières Mhm. que nous on aime beaucoup. Mais bien Et sûr, ouais. il y a même si on a de plus en plus de fermentation basse qui arrivent dans les brasseries artisanales en France, je pense que c'est important de garder ce côté de notre identité. Donc, ça fait à peu près, aujourd'hui, quand on a démarré, on voulait faire 25%. Aujourd'hui, c'est que, pardon, on voulait faire 50%. Aujourd'hui, c'est que 25% de nos bières qui sortent par an. Donc, l'année dernière, c'était 25% fermentation basse. Donc, et on Et était pour autant, je pense que par rapport à ce qui se fait dans beaucoup de brasseries artisanales en France, mine de rien, ça reste une belle proportion, je pense. Oui, oui, oui. Et puis en plus, Mm. on a rajouté une blonde de fermentation haute pour sortir une bière un Oui, peu moins chère, un peu plus vite pour le public. C'est plutôt pour les gros événements où on va envoyer euh, genre 3 tireuses et 40 fûts sur un week-end ou plus. d'accord, ouais. C'est un peu. Nous, on fait une blonde de fermentation haute pour ça, pour pouvoir vraiment tourner la machine. Mhm. Juste pour dire à toutes ces personnes qui pensent qu'on fait que des fermentations basses, malheureusement, la vérité, c'est on fait 45% de IPA. Donc, Ouais, bah, ce voilà. qui me choque pas vraiment en Non, soi, je mais pense oui, que toi, tu ça sais très répond à la bien. Ouais. réalité du marché. Ouais. Oui, oui, oui. Donc, du coup, j'ai fait une grosse partie de session IPA. Ok, Et voilà. Et puis, on a toujours des NEPA, une en permanence et des West Coast en éphémère. Donc, c'est des bières que nous, on aime beaucoup. Et il faut dire, on voulait faire toujours 50-50. Et là, dans la vérité, on est plus proche à les 50% en IPA. ouais, Et puis le reste, tout ce parti au milieu, ça, c'est plus des bières éphémères, donc une blanche ou des styles anglais, une porter, ok, une stout, quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est très important pour moi de garder un peu ces bases de fermentation basse parce que c'est vraiment des bières que si c'est dans mon frigo, c'est ça que je vais boire en premier. bien sûr. Mais mine de rien, tu disais que dans les bières, du coup, hors fermentation basse qui tournaient bien dans la brasserie, tu as une session IPS qui, selon moi, reste assez peu commun parce que j'ai l'impression que le marché français est quand même, en tout cas sur la craft, pas très orienté vers les bières faibles en alcool. Ah oui, c'est fou, hein. Je comprends, mais j'ai du mal, et il faut dire, je le montre moins souvent, quand je suis dans les festoches. Je pense que, toutes les gens qui m'ont vu, sur les stands de Paris Beer Fest ou Lyon ou je ne sais pas quoi, ils ont jamais Mhm. vu que j'ai emmené une session IPA et pourtant c'est notre plus grosse vente en local. Ok, ouais. Donc on a un public en local qui aime bien les bières, moins fortes en alcool. Le style Kolsch que je fais, c'est un peu, je dis à peu près que c'est un Kolsch parce que c'est à 3,2 en alcool, donc très Ok. très légère. Et en été, on envoie pas mal de fûts sur des restaurants qui veulent juste une petite blonde, pas trop forte Ouais, en facile. alcool. Ouais, ouais, Mhm. très facile. Et ce qui est chouette avec ce style-là, par exemple, qui est un peu hybride, donc moi je compte pas ça en fermentation basse, euh, mais, euh, mais on met par exemple, on va mettre du Hallertau blanc qui est assez aromatique comme houblon. Ouais, bien sûr. Et puis on a une levure qui va produire un peu d'ester. Donc on a une petite bière qui a une belle complexité, même si ça reste une bière très facile et très léger en alcool. Donc on peut jouer sur ces repères-là aussi pour des bières dans des fermentations basses comme dans des fermentations hautes. Bien sûr. Je reviens sur une question
alors peut-être un peu technique, mais si toi, tu me disais que ta bière que tu as fait pour répondre à un marché un peu plus grand et plus facile à produire, c'est une ale qui te coûte un peu moins cher à faire. Si les bières de fermentation basse sont plus compliquées, plus onéreuses à produire, pourquoi c'est ce qui est devenu le standard industriel? Ah, il faut que je fasse un peu de Ah bah. recherche là, mais je pense que si on regarde un peu l'histoire des fermentations basses en Europe, on arrive directement à Pilsen en 1842, 43, je vais me tromper là sur la date, mais en gros, on a Joseph Grohl qui a commencé à faire des blondes parce que imaginons qu'en Europe, à ce moment-là, le maltage était souvent avec du feu et le contrôle de température, c'était compliqué. Donc, du coup, on avait souvent du malt un peu toasté et souvent fumé. Donc, on va Ok. direct arriver sur ces styles qui existent toujours autour de Bamberg. Et c'est à ce moment-là où j'oublie les noms des personnages, mais qui sont allés un peu en Angleterre et un peu ailleurs dans le monde. Ils ont commencé à avoir des maltes avec moins de côté fumé, des fois qui ont été séchés, mais indirectement au lieu de directement, et avaient beaucoup moins de couleurs. Et c'est à ce moment-là où le monde a un peu basculé sur des fermentations basses, mais en blonde. Et je pense que c'est à partir de là et l'introduction de tout ce qui est frigorifique qui nous a permis de faire ces bières qui sont, on va dire, moins rustiques. Parce que quand même, mine de rien, même si on aime, si on va chez Schlenkerla, si on va chez V&B et on achète une Schlenkerla, la bière peut être un peu rustique, hein. Elle est Ah bah oui, oui. puissante, elle est maltée, elle est fumée, elle est assez impressionnante. Euh, et je pense que partir de ça vers quelque chose avec un peu plus de finesse dans ces Pils et ces Helles qui sont les Helles qui étaient plus en Allemagne et du Sud à ce moment-là, je pense que c'était plus passe-partout. Et je Bien pense sûr. que c'est cette tradition qui a continué. Et moi, je reste convaincu que produire ça en volume est peut-être plus intéressant que produire ça en petit volume. Je pense que si on peut voir des grandes brasseries qui vont faire des IPA, il faut dire quand on dépasse 100 hectolitres des fermenteurs pour faire des houblonnages, on a des contraintes techniques, Ouais, ok. évidemment, et je pense que ce qui se fait sur les fermentations basses, en gros, chez Inacan, chez Pilsner-Urquell, dans les gros, ils vont brasser 24 heures sur 24. Ils vont faire 12 brassins pour remplir un fermenteur. Et après, ils vont assembler, pendant la filtration ou peut-être dans la période de garde, ils vont assembler sur des autres fermenteurs. Et en gros, c'est un style qui se homogénise dans le processus grâce à ça. Ok, ouais. Donc, imagine, même moi, je vais faire, peu importe la bière que je vais faire, si je brasse mon premier brassin pour remplir un fermenteur qui a besoin de 2 brassins, je vais sans doute corriger un peu sur le deuxième brassin si j'ai moins de densité, plus de densité. Si je goûte la bière et je dis qu'il y a plus ou trop d'amertume, je peux corriger sur le deuxième. Et ce qui se fait dans les gros, souvent, c'est ça. Et je pense que sur ces blondes de fermentation basse, c'est un peu la tradition d'avoir une blonde assez abordable en termes goût, vraiment passe-partout pour le public. Ils ont commencé à produire en plus grande quantité et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils peuvent faire ces assemblages. Et puis, c'est peut-être ça qui a fait homogénéiser le style un peu. Ok. Oui, oui, non, c'est intéressant. Je reviens sur un truc, tu parlais de la Schlenkerla, du coup. Mhm. Moi, quand j'en parle à quelqu'un, je la décris souvent comme la bière à la saucisse, un peu, parce que Mhm. t'as vraiment ce côté ultra fumé, t'as l'impression d'avoir une bière avec du Ouais. bacon dedans, limite. Oui, 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 Mais c'est un jus de jambon, quoi. ouais, c'est un peu ça. Mais mine de rien, ça reste... Alors, toute proportion gardée dans son style, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est relativement buvable et facile. Et je pense que la fermentation basse apporte beaucoup là-dessus. Oui. Moi, j'avais un autre un peu exemple dans ce style-là, c'est il y a, alors, je sais plus, il y a quelques années, il y a Iron qui avait fait une bière
Alors Iron, qui est connu quand même pour ses trucs un peu toujours, alors il fait pas que ça, mais des trucs un peu barrés, un peu décalés, Oui. et qui avait fait, je pense que c'était à l'occasion de l'Oktoberfest, qui avait fait une Rohrbier façon currywurst, donc Oui. avec du curry, avec du ketchup, avec ce genre de choses. Mais voilà, en base de Rohrbier pour apporter ce côté un peu saucisse, et notamment du coup en fermentation basse. Et malgré le côté ultra décalé de la bière, j'avais trouvé ça assez facile à boire et assez léger et peintable. Ouais. Et je pense que voilà, encore une fois, cette fermentation basse apporte beaucoup de buvabilité à la bière. Ouais, et puis je vais toucher à ça parce que je trouve ça intéressant. Enfin, je sais très bien que Iron, enfin, c'est des fois un peu dommage parce qu'ils font énormément d'autres choses et Oui, bien sûr. ils sont connus pour faire, je sais pas, les Schtroumpfs par exemple, la bière aux Oui. Schtroumpfs. Mais ils font beaucoup de choses et puis c'est dommage parfois que c'est un peu perdu là-dedans. Mais ce Mmh. qui est très chouette avec les fermentations basses, pour moi, c'est la garde, c'est vraiment un moment d'affinage et donc du coup, pour OK, moi, ouais. ce moment-là, souvent en Allemagne, nous on fait aussi, mais la quand on fait un cold crash, c'est les levures sont plus poudreuses que les levures de fermentation haute. En fait, ça s'agglomère moins bien ensemble. Donc du coup, OK. quand ça tombe, pendant le cold crash, ça peut faire une petite côté, quand ça affine. Donc toutes les levures, ils vont tomber et descendre tout doucement et pour moi, c'est quelque chose qui nettoie un peu la bière. Ça prend du temps. Ça prend Mmh. plus de temps. On fait un cold crash sur certaines bières, c'est 24 heures, c'est assez propre. Sur des fermentations basses, ça va prendre minimum une semaine avant que ça devienne un peu propre. Et puis après, le plus de temps qu'on donne, le plus de temps que ça peut s'affiner. Euh, on veut pas non plus garder les lits, enfin les levures dans les cuves trop longtemps parce qu'on peut avoir des défauts avec. Mais je pense que Mmh. ce côté, on parle de ça quand on fait du vin, on parle de surlit. Le fait de garder un peu plus de temps sur les levures ou un peu plus de contact avec les levures, ça peut donner une complexité. Mais je pense que ça peut affiner un peu et je pense que c'est bluffant des fois ce que le malt fumé peut faire. Mogwai, ils en utilisent ponctuellement pour toutes Mmh. les styles. Les gens vont dire oui, bien sûr pour la choucroute, mais non, des fois il y a juste une petite touche parce que on veut un truc qui fait un peu bacon ou on veut un truc qui fait un peu fumé ou juste une pointe de complexité. C'est très très Mmh. utile. Après, nous, on va avoir une bière, je ne sais pas quand ça va sortir ce podcast, mais on va avoir une bière à Lyon Beer Fest qui est 70% malt fumé. Et donc, du coup, ça va envoyer pas mal en Ah malt bah ouais, tu fumé. m'étonnes. Mais je pense que le côté fumé, c'est un peu clivant. Enfin, ça tranche. Ah oui, carrément, ouais. Mmh. Donc, je pense que si je mets 10% ou si je mets 70%, les gens, ils vont avoir des gens qui vont adhérer, ils vont dire c'est super, et d'autres gens qui disent c'est trop. Donc, peu importe Oui. le pourcentage, mais Oui, je pense que t'aimes ou tu n'aimes pas le côté fumé, qu'il soit un petit peu présent ou vraiment très présent. À partir du moment où t'aimes pas ça, tu l'aimes pas, quoi. ouais, C'est un peu comme les whiskies écossais. Si t'aimes pas la tourbe, il y en a. Bon voilà, il oui, faut passer à côté. oui, Qu'il soit un peu tourbé ou très tourbé. En général, quand t'aimes pas la tourbe, t'aimes pas la tourbe, quoi. ouais, si on n'aime pas la tourbe, on évite la frog et puis c'est bon, on passe à autre chose. Voilà. C'est voilà. Donc ouais, j'allais dire exactement la même chose. Donc je pense, mais je pense que oui, ce côté, ces levures là qui ont pas forcément la meilleure atténuation. Donc, des fois, sur certains styles, on va dire les styles tchèques, il y a quand même beaucoup de sucre résiduel. Des Mhm. fois, on finit à, je pense que Pilsner Urquell, ça finit à 3,4 plateaux, donc une densité finale en gravité, ça fait quoi? Ça fait 1013, 1014. Enfin, du coup, il y a un peu plus de sucre résiduel. Et après, on va avoir un West Coast qui finit à 1008. Enfin, donc, on peut avoir des fermentations basses qui, pour nous, c'est très, très peintable, mais en fait, ça peut avoir une rondeur, une complexité dedans. Mhm. Mais je pense que ce travail de malt, ces levures, ils ont tendance à finir avec le profil d'eau, bien sûr, sur quelque chose qui est un peu plus fin et peintable. Et c'est vraiment, je pense que la garde aide beaucoup les bières, perso. Mais encore une fois, c'est une partie de Oui, prix. Moi, j'investis pas actuellement dans une filtre ou comment dire, un centrifugeuse. fugeuse. Je Ouais. vois très bien, enfin, ça serait génial sur certaines bières, hein. Moi, je suis
évidemment. Je peux être très jaloux, mais à notre échelle, pour les bières qu'on fait, c'est pas la peine. Et puis sur une fermentation basse, le temps peut faire le taf si on est patient et si on a l'espace en fermenteur pour. Ouais. Alors, dans un podcast comme celui-ci, je pense qu'on pourrait parler pendant des heures de bière, du style de fermentation basse. Facile. C'est ouais, facile. Et je pense que entre nous comme ça, et entre personnes qui aiment beaucoup la bière et les bonnes bières, on n'a pas trop de problème à défendre les lagers, et ça, comme tu dis, ça peut nous prendre des heures. Par contre, si tu devais donner un conseil à un caviste qui n'a peut-être que quelques minutes voire secondes pour convaincre son client que ça vaut le coup de se tenter une lager craft, tu lui dirais quoi? Ah, et puis ça, c'est une super question parce que je trouve il y a certaines cavistes, je vais pas les citer parce que je vais pas de faire préférence sur certaines personnes, mais si on a un bon caviste en bière qui peut faire des recommandations avec leurs clients, euh, pour moi, je pense que les bonnes bières en fermentation basse, en artisanale, peu importe le producteur, ça va avoir, euh, ça va être enfin, comment dire, ça va être prêt pour tout public. Donc, Mmh. en gros, je sais que si j'ai mon grand-père qui va arriver, mon oncle, quelqu'un qui boit pas beaucoup de bière artisanale, et puis je sais que je peux présenter ça et ça fait un pas en entrée vers tout le reste qui se fait en artisanal. Mais si on est quelqu'un qui est peut-être, on a un peu marre des NEPA, peut-être on trouve certaines houblons écœurants comme ça peut arriver, on peut dire, mais en fait, on peut se recalibrer sur une bière maltée avec une bonne base. Euh, et puis moi, toujours, j'invite les gens à faire des dégustations, mais aussi les dégustations à l'aveugle. Oui, bien sûr. Je trouve que les gens, ils ont des a priori sur ce que c'est une lager ou une blonde ou une pils. Et je Mmh. pense que si on peut leur présenter les bières, ils vont dire, ah, mais en plus, c'est local ou c'est artisanal ou c'est français. Enfin, je pense que ça aide énormément. Mais pour moi, je pense que c'est aussi juste tenter de dire, mais en fait, vous aimez bien les triples parce que vous aimez le côté maltais, peut-être un peu de rondeur, mais peut-être il y a une fermentation basse, peut-être une fermentation basse un peu ambrée qui va apporter un côté maltais, qui peut Mmh. rajouter un petit quelque chose. Et c'est une découverte. Euh, et peut-être il y a des pas d'entrée pour certains d'autres styles. Des gens qui aiment les IPA. Enfin, il existe des bières bien houblonnées qui Mmh. sont faits en fermentation basse. Aujourd'hui, on commence à parler des California Pilsner et tout ça. C'est quasiment que des IPA, mais en fait, c'est une porte d'entrée aussi pour dire, mais il y avait quand même un côté maltais, il y a quand même un travail très très fin dessus et ça peut faire une porte d'entrée. Je ne sais pas. Moi, c'est toujours déguster et puis décider en fonction de ce qui est dans ton verre. Bon, bah, c'est une bonne réponse aussi. Et alors, du coup, j'ai une dernière question pour clôturer. Est-ce que tu penses qu'elle va enfin arriver cette année de la lager pour la craft? Oh là là! En France, en tout cas. Oh là là! Oui, je veux dire oui. Je veux Tu dire, espères que c'est oui? j'espère que c'est oui parce que honnêtement, je pense qu'on a des très bons brasseurs en France qui aiment ça. Moi, je vois ça souvent sur les festivals. Moi, j'amène toujours la Helles, la Buée, je l'amène partout Mmh. et je vois sur mon stand, j'ai autant de public que de brasseurs. Donc, je sais que les brasseurs veulent ça et veulent faire Ça, plus y a pas de doute, ça. oui. Il y a pas de doute, du tout. Et je pense que si les brasseurs se mettent à le faire et à les présenter, et il y en a qui le font, pas que nous, pas que Galibo, mais il y en a beaucoup d'autres brasseries, notamment, moi, on peut parler de Fauve. Fauve fait tous les styles du monde, Mmh. et ils font pas mal de petites bières en fermentation basse. Je pense que si on continue, que le public va se rendre compte euh, que s'ils n'ont pas envie de boire une DIPA à 8 degrés, ils peuvent se contenter d'avoir une bonne bière à 4 ou 5 degrés d'alcool en fermentation basse qui a toutes les qualités de la bière qu'ils aiment sans se faire taper dessus par le houblon ou l'alcool. Donc je Mmh. pense que je suis convaincu que ça arrivera. J'étais convaincu que ça arrivera en 2023, mais bon, on est en 2026, donc peut-être l'année prochaine.
un petit peu de retard. Oui, oui, comme d'hab, hein. Faudra les fermentations basses, c'est lent, donc Mais voilà, peut-être l'année faut leur laisser le temps. ouais, on laisse le temps et peut-être l'année prochaine. Très bien. Pour les auditeurs du coup qui ont pris soif avec l'épisode et qui voudraient découvrir les bières de chez Vif, on peut te trouver où notamment, je crois qu'il y a une boutique sur votre site internet, mais Oui, 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 on vend un peu sur notre boutique en ligne, donc c'est boirevif.com. Sur les réseaux, c'est boirevif.com. On est vraiment que sur Instagram, un peu sur Facebook. Nous, on fait pas mal de festivals. On n'est pas sur tous OK. les festoches, mais Lyon Beer Fest, on a très peu de distribution parce qu'on est quand même petit. D'accord, ouais. Mmh. On a une petite brasserie, mais si vous êtes à Paris, je recommande Biocratie. On va avoir une TTO le mois prochain chez Atalante. On va faire une petite soirée avec Fauve pour célébrer le Lyon Beer Fest parce qu'on est tous les deux brasserie marraine. Et puis, vous allez nous retrouver sur de temps en temps à Strasbourg, à Lyon, etc. Donc, n'hésitez pas à nous OK. contacter. Si vous voyez pas un truc sur le site web, enfin, on envoie un mail et puis on répond dans la journée normalement. OK, super. Bah, merci beaucoup, Tommy, pour ton temps et ton expertise. De Je sais pas rien. s'il y a peut-être un mot que tu voulais garder pour la fin, quelque chose qu'on n'aurait pas encore abordé et qui te tient à cœur. Oh là là. Je pense que moi, j'encourage les gens à boire des bières qu'ils aiment. Ne pas. Bon, si vous aimez pas les fermentations basses, je comprends pas parce que c'est des bières super, vraiment super. Mais n'ayez pas honte d'aimer toutes ces bières sucrées, fruitées qui existent parce que quand même, il y a des pépites partout. Donc, mais il faut quand même de temps en temps juste essayer une petite bière artisanale. En fermentation basse parce qu'il y a de plus en plus en France et c'est vraiment la base, on va dire c'est la base et c'est important de garder ça dans notre histoire de brasserie. OK. J'ai un dernier petit truc qui me vient en tête là comme ça pour conclure, mais c'est comment on fait pour bien noter une lager sur Untappd? Oh, oh là là, apparemment c'est entre 3,5 et 3,7. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, parenthèse, moi personnellement, moi j'adhère pas à Untappd, mais Ouais. je vois très bien si on regarde les 100 meilleures bières en France. Je pense qu'on est à 80% à plus de 10 degrés d'alcool ou 9 degrés d'alcool. Ah bah, Euh, je l'ai pas fait dernièrement, mais je me souviens que je l'avais fait une fois pour un épisode. J'avais pris le top 50 des bières françaises et c'était que des Imperial Stout, que des triple NEIPA et quelques rares exceptions. Et je crois qu'il y avait genre une bière qui faisait moins de 8% dans le top 50. moins C'était de 8% et c'était acide? ouais, Non. c'était acide. Ouais, si Ouais, c'était la Picaboo de Opiro, donc leur gauze pastry gauze très bon. poire tonka. Ouais, très Poire vanille bon. tonka qui est très bonne. Et tu Ouais, vois, c'est un peu perdu au milieu de ce top 50, mais voilà. Par contre, ouais, ouais. oublie pour voir une fermentation basse dans le top 50, je pense. Ou alors c'est un Imperial Baltic Porter vieilli en barrique pendant des mois, mais voilà. Il faut dire, si vous allez noter sur Untappd, ne regardez pas la note moyenne, juste dire: «Est-ce que j'aime ce qui est dans mon verre? Est-ce que je prends plaisir à boire ça?» et le noter hors style, hors, les notes de la brasserie, juste dire: «Est-ce que Mhm. j'aime ça?» et je dis ça directement parce que nous, on n'a pas les meilleures notes sur Untappd, c'est pas grave, c'est pas mon objectif. On a quand même quelques IPA qui sont autour de 4, on a quelques IPA qui sont autour de 3,5, on a quelques fermentations Mhm. hautes à 3. Je pense que la Helles, on est à 3,7 et quelques. Ouais, Bon, c'est 3,7, exact. Je suis dessus là, tu vois. c'est un peu comme ça. On aura très rarement une 5 sur cette bière. Mais bon, notez ce que vous aimez, notez ce qui est dans votre verre et puis, ne c'est pour vous, c'est pas pour faire, c'est pas pour, le reste du monde. On peut utiliser Untappd que pour dire: «J'aime cette bière» et n'ayez pas honte si vous l'aimez de mettre 5 et si vous aimez pas, Mhm. bon c'est pas la fin du monde. Mais, ne il faut pas non plus dire: «OK, c'est fermentation basse, donc ça démarre à 3». Ça n'a aucun sens. Peut-être on Ouais. devrait démarrer à 5 et réduire en fonction de si on ne prend pas Ouais. plaisir. C'est peut-être si on fait l'opposé, mais je pense qu'en ouvrant une table, c'est déjà à 3,5. Donc on a beaucoup de notes de fermentation basse à 3,5 parce que c'est juste la base quand on ouvre l'appli. Parfait. Mais buvez ce que Et vous aimez, les ben, gars.
Ouais, exactement. Très bien. Bah, merci beaucoup encore une fois pour ton temps, pour nos auditeurs qui ont apprécié l'épisode et qui veulent en savoir plus. Du coup, les réseaux sociaux, le site de Vif seront en description. N'hésitez pas à aller les rencontrer sur les festivals, goûter leur bière. Et de mon côté, on se dit à bientôt pour un prochain épisode. À très bientôt. Merci Tommy, salut. Merci, bonne journée.